m'avoir invité pour votre AG. J'ai compris que vous en aviez 2 par an à peu près, c'est ça? Voilà. Ce qui me donne effectivement l'occasion de vous parler de cet enjeu de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Donc vous avez ici le sigle EHEA, European Higher Education Area, qui est donc le sigle, le nom officiel de la conférence qui va se tenir à Paris entre le 23 et le 25 mai 2018. Alors bon, d'abord, je voudrais dire que ça fait déjà plusieurs mois que je travaille. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'ancienne DGCIP, jusqu'au mois d'avril 2017. Et donc j'ai une mission de Frédérique Vidal depuis le mois de juin. Elle avait déjà été, d'ailleurs, elle m'avait déjà été donnée par Thierry Mandon, mais elle a été renouvelée et changée par Frédérique Vidal, donc au mois de juin-juillet. Et donc c'est une mission ça s'appelle chargée de mission Bologne. Et en fait, ma mission consiste précisément à mobiliser le milieu, la communauté universitaire entendue dans toutes ses composantes, étudiants, universitaires, entendus au sens large évidemment, les 3 conférences, les associations européennes aussi, comme Mouvement européen des jeunes, European Student Network, etc. Donc mobiliser la communauté universitaire pour cette conférence et surtout, je dirais, au-delà, c'est-à-dire insuffler un esprit plus européen et plus international aussi d'ailleurs, mais plus européen d'abord, à notre enseignement supérieur qui a parfois tendance à penser ces petits problèmes en interne, pour résumer le sujet. Alors, donc j'insiste sur sa spécificité, parce que je ne suis pas le secrétariat de Bologne, donc il y a par ailleurs un secrétariat de Bologne qui travaille pour les 48 pays du processus. Je rappelle que c'est le Conseil de l'Europe, la géographie de ce processus, et non pas l'Union européenne, donc il y a plus de pays. Donc il continuera à y avoir l'Angleterre, UK, automatiquement. Il y a la Suisse, il y a la Norvège, enfin voilà, il y a des pays, et d'autres plus exotiques, qui ne sont pas encore ou ne sont pas dans l'Union européenne. Donc c'est vraiment le spectre Conseil de l'Europe. Et puis, donc il y a un secrétariat de Bologne qui organise la conférence, qui depuis la conférence précédente qui a eu lieu en 2015 à Erevan, est en charge de tout le processus organisationnel, du suivi des groupes de travail. C'est toute une mécanique, Bologne, c'est quand même... Voilà. Et par ailleurs, il y a un pôle diplomatique qui est en fait la mission européenne et internationale dirigée par Denis Despréaux au ministère, qui va dans les instances de Bologne négocier, discuter dans les groupes de travail, préparer le communiqué final. Bon, voilà, bouger 3, j'exagère un peu, mais 3 mots, enfin voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout là-dedans, je ne vais pas du tout aux instances bolognaises. Je suis en France et j'essaye, avec le soutien et l'aide, vraiment, je remercie la CGE qui a été très, très active, Anne-Lucie, Philippe Régimbard, M. Meunier, d'avoir largement déjà s'être mobilisé pour que la conférence ne soit pas uniquement, cette conférence de Paris, une conférence de 48 ministres, en tailleur ou en costume cravate. C'est-à-dire qu'il y ait autre chose avant, après. Et ça, bon, je dirais que de toute façon, la mission qui m'est confiée, c'est une mission qui déborde largement cette conférence, qui est contribuer de façon générale à la conscience européenne et à la mobilisation européenne de la France. Voilà, c'est... Alors, bon, il se trouve que, voilà, je suis une de celles qui a souhaité, puisque j'étais directrice générale à l'époque, souhaité en 2015 que la France prenne l'organisation de cette conférence. Nous n'avons jamais organisé la conférence du processus de Bologne. En fait, on a été les initiateurs, de certaine façon, au début, en 1998, avec Claude Allègre, qui est celui qui a porté initialement l'idée à Paris, voilà, avec 3 autres ministres, l'allemand, l'italien, Berlinguer, et l'anglaise, une anglaise. Donc 4 ministres autour de lui qui ont eu l'idée. Il faut vraiment voir qu'il y a eu au départ, c'est tout à fait intéressant, vous trouverez, quand vous taperez sur ce site, qui est un site qui vient d'être ouvert, sur les pages du MESRI sur EHEA, vous y verrez entre autres un interview
de Catherine Bizot, qui était une des conseillères d'Allègre. Et donc nous avons fait une interview qu'on a mis en vidéo, et elle raconte comment à l'époque est venue cette idée en France, on l'a un peu oublié, en France, cette idée de créer un mouvement européen et de donner une dimension européenne à l'enseignement supérieur. Comment c'est venu à Claude Allègre? Elle l'explique très très bien. D'abord parce qu'il était international. D'abord parce que c'était un chercheur, et un chercheur qui voyait international et non pas uniquement franco-français. Et qu'il s'est dit, à un moment donné, mais pour exister à l'international, on doit être unis en Europe. Il faut qu'on aille ensemble et qu'on ait un système ensemble qui soit un système, non pas fermé sur l'Europe, pas pour être entre Européens, mais un système attractif, un système lisible, un système compréhensible. Je donne un exemple, parce que je m'en suis occupée de faire bouger ce truc 20 ans après, qui fasse que quand on vient des États-Unis en France, on n'apprenne pas tout d'un coup que quand on commence un master, on n'est pas sûr de finir, même si on a la moyenne en M1. Bon, prendre un exemple de bêtises structurelles. Bon, voilà. Et réformer le master, c'était pas un problème, pour moi en tout cas comme DG, c'était pas un problème franco-français. C'est d'abord un problème à aller expliquer à un étranger ce truc-là. C'est se tirer une balle dans le pied. Bon. Et donc, il y avait vraiment chez Claude Allègre au départ, qui a quand même eu le courage, et moi j'ai discuté avec Luigi Berlinguer, qui est encore tout à fait allant, avec qui j'ai des échanges récemment. Il me disait, lui aussi il a eu beaucoup de courage, parce qu'il avait préparé une réforme, il a fait l'inverse. Bon. Tous sentaient que les Allemands, les Italiens, les Français, qu'il fallait bouger leur système. Et ils se sont dit, on va le faire bouger ensemble. Et en fait, d'une certaine façon, j'ai connu, comme sans doute les plus vieux d'entre vous, moi, le Doc 1, le Doc 2, la licence, la maîtrise, le débat, bon, voilà, chaque année on avait un diplôme, bon, qui valait rien si on s'arrêtait au Doc, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, l'idée d'Allègre, d'une certaine façon, on ne l'a pas dit comme ça, mais c'était le modèle anglo-saxon. C'était, vous parliez de bachelor tout à l'heure, alors c'était très drôle pour moi, Lucie, de réentendre la liste de vos dossiers, parce que c'est tous les dossiers que j'ai traités avec toi pendant des années. Bon, comme quoi, il y a une continuité, puis petit à petit, on finit par y arriver. On passe de 14 à 26, ou de, je sais pas, voilà, et puis de 200 heures à 50. C'est un sujet qu'on a dû aborder 10 fois avec toi. Bon, il faut de la persévérance, de part et d'autre. Et donc voilà, donc c'est cette idée de finalement, alors nous on a dit licence, mais enfin c'est le bachelor, enfin c'est cette idée du niveau de 3, 5, voilà, en tout cas de deux diplômes, qui était une révolution pour les Allemands et les Italiens. Parce que bon, pour ceux, moi je me rappelle d'avoir eu des étudiants en Allemagne, on commençait ses études, on n'avait pas de diplôme intermédiaire, en Italie pareil, il fallait voir que le système allemand et les systèmes allemands et italiens étaient encore bien plus, alors le nôtre il était saucissonné tous les ans. Je sais pas, on devait garder quelque chose du type école, vous savez, CE1, CE2. Il y a quelque chose de très scolaire dans notre système, en fait, d'enseignement, même supérieur. Les Allemands et les Italiens, c'était l'inverse. On rentrait dans des études presque sans fin, sans diplôme intermédiaire, etc. Ça a été beaucoup plus violent pour eux, d'ailleurs. Beaucoup plus violent, l'intégration voilà. En tout cas, voilà, je dirais qu'il ne faut jamais oublier, quand on parle de la conférence de Paris, que nous n'avons jamais refait quelque chose à Paris. Jamais oublié, parce qu'on l'oublie parfois, comme sur d'autres domaines, on a été assez initiateur aussi avec le CNE, par exemple, le Conseil national d'évaluation, on a été assez initiateur dans le domaine de l'assurance qualité, après on a oublié, on a pris du retard, mais qu'à un moment donné, quelqu'un comme Allègre, qui était quand même un grand ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui pensait les deux en même temps, et qui avait une vision internationale et une pratique internationale de chercheur, a été celui qui a vraiment voilà, donné l'étincelle. L'année suivante, c'est quand même 28 pays qui signent. C'est une prouesse pour ceux qui connaissent la diplomatie. Arriver une année en 98 à être 4, ils n'étaient pas tous contents, parce qu'ils se sont dit, c'est quoi les 4, le club des 4, bon, voilà, la commission mise de côté, parce qu'il y avait aussi ça dans l'idée d'Allègre. On va faire entre États, et avec le soutien des universités, avec le soutien très fort alors, des universités, des établissements d'enseignement supérieur, l'EUA, et on ne va pas faire du supranational, c'était ça. On ne fait pas du supranational, il n'y a pas une commission qui donne des directives, c'est les établissements et les pays qui se disent ensemble ce qu'ils vont faire. Bon, voilà, donc en 2015, pour en revenir à 2015,
nous disons au ministère, à l'époque c'était donc la ministre, c'était Najat Vallaud-Belkacem, parce que nous n'avions pas de secrétaire d'État, c'était une période où nous n'avions pas de secrétaire d'État. Et il est arrivé plus tard, Thierry Mandon. Bon, on en discute. Il y avait pas enfin, on sentait que ça s'est discuté vraiment. C'était pas évident pour la France de reprendre. Et bon, ça a été un choix politique, idéologique au bon sens du terme. On doit être présent pour les 20 ans. Il faut que ça se passe à Paris. Surtout que ça avait tendance à se passer systématiquement, du coup, c'est typique des sujets européens dans des petits pays. C'était, vous voyez, en Arménie. Il n'y a rien en Arménie, mais bon, à un moment donné. Est-ce que les grands pays fondateurs de l'Europe se réoccupent des dossiers? Bon, alors, on a décidé d'y aller, et pour être honnête, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'en 2017. Enfin, si, le secrétariat de Bologne s'est mis en place, on s'en est occupé techniquement. Le secrétariat de Bologne s'est mis en place, tout à fait, il a fait son boulot, avec les working groups, les advisory groups, je vous passe la mécanique. Politiquement, pas une tribune, pas une déclaration d'un ministre quelconque sur le fait que la France allait organiser la conférence des ministres de l'enseignement supérieur à Paris pour les 20 ans de la déclaration. Il n'y a rien eu. Sont arrivées les élections présidentielles et bon, là, on a senti un changement. Donc là, je pense qu'on est effectivement dans une nouvelle période, une période où en tout cas la France a envie de s'affirmer sur la scène européenne. Il y a eu entre-temps le Brexit quand même. Et ça, je me rappelle très bien que j'avais été à la CPU avant les élections présidentielles au printemps 2017. Là, on sentait quand même une très grande inquiétude. D'une part, on voyait comment les universitaires anglais avaient réagi. Là encore, quand je dis universitaire, c'est un terme générique pour moi. Les académiques, si vous voulez, les académiques. On voyait vraiment, voilà, de temps en temps, ça peut arriver, des choses qu'on n'imagine pas. Et la réaction des académiques anglais est quand même très, très, très vive. Et puis, une inquiétude, en tout cas pour les Européens convaincus dont je fais partie, une inquiétude sur ce qui pouvait se passer en France même. Et avec tout ce que représente pour un intellectuel, je vais appeler le mot intellectuel pour dire généralement, ce que représente pour un intellectuel le fait voilà, d'être citoyen européen, français par ailleurs, mais citoyen européen. Donc une inquiétude très forte au mois de mars, avant les élections. Et du coup, voilà, moi je l'ai senti dans ma mission, je l'ai senti comme ancienne DG et puis comme chargée de mission. Alors là, tout d'un coup, à partir du mois de mai-juin, une vraie attente de ce cabinet, une vraie attente de l'Élysée. Moi, j'ai rendez-vous régulièrement avec Thierry Coulon sur ce sujet. Une attente que les universitaires, dans leur champ, voilà, chacun dans leur champ, soient des acteurs positifs. Et quand on dit positif, ça ne veut pas dire béni oui, des acteurs capables de proposer des changements. Mais je vous renvoie au discours d'Athènes de Macron, disant « Ne laissons pas la critique de l'Europe à ses détracteurs ». Voilà. C'est-à-dire qu'il faut de la critique positive, des gens qui ont envie que ce soit... Et le processus de Bologne n'est pas parfait, en particulier il s'est bureaucratisé. Et moi j'espère qu'il y aura des propositions sur la gouvernance du processus de Bologne. Je n'entends plus rien sur le sujet. Il y avait beaucoup de choses en septembre-octobre, et là tout d'un coup, la notion d'université européenne a tout balayé, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, alors les enjeux, donc vous voyez la façon dont j'en parle, que pour moi il y a beaucoup d'enjeux dans cette conférence, puisque c'est le titre de mon intervention. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette conférence de Paris. Je dirais qu'il y a des enjeux pour l'espace européen de l'enseignement supérieur. Est-ce que l'Europe de l'enseignement... J'ai adoré votre petite vidéo YouTube. Vous l'avez commandée? Vous auriez pu la commander. Alors, elle est vraiment très très bien. Mais c'est ça les enjeux. Est-ce que l'Europe de l'enseignement supérieur va être attractive pour les jeunes du XXIe siècle? Est-ce que, moi, alors vraiment, j'aurais pu signer. Je fais partie des gens qui ont fait L et qui regrettent toujours d'avoir pas fait des sciences vraiment. Et du coup, il n'y a pas un sujet de société qui ne soit à la fois scientifique et littéraire. Enfin, bon, voilà, j'ai fait des années de latin et de grec à fond, bon, etc. J'aurais mieux aimé faire des choses plus variées. Bon, je ne dis pas que ça ne va pas donner des acquis, mais enfin, j'aurais peut-être pu les acquis. Voilà, bref. Je vais pas revenir. Non, mais bon...
Et c'est bien dommage, et c'est bien dommage. Moi, je regrette de n'avoir pas eu une formation. J'aurais adoré, je suis très synthétique par esprit, et j'aurais adoré avoir à la fois une formation en économique sociale, en littéraire et en scientifique. J'aurais aimé avoir cette... Je savais, bon, voilà, moi j'ai fait ce que fait une fille qui est bonne élève et qui aime lire. Bon, mais donc des classes prépa, littéraires, et voilà, j'ai fait latin et grec jusqu'à plus soif. Bon, mais franchement, il a raison, il a raison ce jeune. Et il faut que notre enseignement supérieur reste attractif pour des jeunes du XXIe siècle qui veulent de la diversité, qui veulent qu'on valorise leurs compétences, qui veulent qu'on valorise leurs projets, ce qu'ils ont fait avec d'autres, qui veulent ne pas arriver sans déjà ECTS. Très intéressant ce qu'il disait. On peut arriver aux États-Unis avec déjà, on a déjà valorisé certaines expériences. Et bon, j'écoutais Bénédicte Durand l'autre jour à Newstank, et elle disait ça aussi, elle disait valorisez d'abord la réussite. Vous rentrez, vous savez déjà, bon, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour notre enseignement supérieur européen, et c'est pour ça que dans le communiqué, il y aura vraiment des choses importantes sur le New Learning et Teaching, et on commence bien par Learning et pas par Teaching, New Learning and Teaching, pour reprendre le thème du forum de l'EUA à UPMC l'année dernière. Pourquoi? Parce que, bon, le LMD, après, il y a la question de savoir si le bachelor est reconnu au grade de licence, patati patata, ok, si les écoles privées peuvent, bon, mais ça, c'est nos affaires franco-françaises, parce qu'ailleurs, c'est un bachelor, de toute façon, notre licence. Bon, donc, on ne va pas refaire le LMD, c'est bon. Enfin, je veux dire, après, on peut discuter 3 ans ou 4 ans pour la licence. C'est pas grave, on s'arrange. Hein. Si vous avez un bachelor en 4 ans chez le voisin et un master en 1 an, ça fait 5 ans. Au bout du compte, on s'y retrouve. C'est pas ça les sujets. Les sujets, c'est pas, voilà, on peut améliorer. Alors, les ECTS, c'est acquis. L'assurance qualité, il faut progresser, mais personne ne va le remettre en cause parce que c'est le fondement de la confiance et de la mobilité. Hein. Alors, en France, il faut simplement qu'on soit moins top-down. Ce n'est pas l'HCRS le sujet. Le sujet, c'est l'assurance qualité dans les établissements avec les étudiants mobilisés. Bon, bref, il n'y a pas... Les réformes de structure, elles sont derrière nous. D'ailleurs, si vous regardez les 20 ans, les communiqués pendant 20 ans, en gros, c'est toujours les mêmes principes. Le problème aujourd'hui, c'est avec ces réformes de structure acquises, c'est comment on enseigne et comment, effectivement, notre enseignement supérieur, dès le bac, dès le post-bac, pas après 3 ans, je dis pas uniquement après 2 ou 3 ans de classe prépa, comment notre enseignement supérieur est attractif dès le bachelor ou en master, ou les deux, ou en doctorat, hein, pour des étudiants, les étudiants qui seront les étudiants du XXIe siècle, ce ne sont pas les Européens, excusez-moi, ça sera les Africains en partie, hein, en grande partie, et puis les Chinois, les Indiens, les Philippins, mais pas majoritairement les Européens, il ne faut pas se raconter d'histoire. Si vous regardez la démographie, les projections de démographie étudiante. Ça, c'est le premier grand enjeu. Et comment est-ce qu'on peut, ensemble, alors par exemple dans des réseaux d'universités européennes, hein, je vais y revenir, comment est-ce qu'on peut ensemble, alors ça peut être le réseau, Eurotech Université, hein, si ça rassemble, au hasard, hein. Le PFL, Eindhoven et puis Polytechnique. Ça peut être les Sciences Po, bon, j'ai reçu récemment Sciences Po, qui réfléchissent à un réseau de cet établissement. Ça peut être, Sorbonne Université et 4 ou 5 autres établissements. Comment est-ce qu'on peut constituer des ensembles d'universités de même type, hein, qui ont une cohérence et qui, ensemble inventent une pédagogie adaptée au XXIe siècle, parce que c'est pas la peine de refaire ce que le voisin a déjà inventé, et que quand même, sur l'innovation pédagogique comme sur d'autres sujets, moi je crois que rien ne vaut le partage. Beaucoup d'autres pays, enfin voilà, on n'est pas les seuls à se poser ces questions. Donc voilà, donc l'enjeu pour moi de cette conférence, c'est d'abord celui-ci, c'est ensemble d'être plus fort à l'international, pas pour se fermer sur soi, mais pour attirer des étudiants, pour exporter ensemble des formations, pour faire ensemble de la formation mixte en e-learning, etc., parce que c'est aussi de l'internationalisation, pas seulement physique, hein, qu'on est capable de faire. C'est aussi, ensemble, être capable de former les travailleurs du XXIe siècle, qui seront à former sans arrêt, parce qu'on ne sait même pas ce que seront... Voilà, donc
est-ce qu'on est capable de proposer des formations courtes, des formations qualifiantes, etc., pour les métiers du futur dans un certain nombre de domaines, que ce soit dans les data, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, enfin, etc., l'industrie du futur, tous ces sujets dont on parle, ou est-ce que ça sera fait sur d'autres continents? Donc ça, je pense que c'est vraiment un des enjeux de cette conférence, c'est voilà, d'être capable de présenter un enseignement supérieur attractif. Et le réseau d'universités européennes, ce qui peut être très intéressant, c'est l'idée que, en entrant dans un des établissements d'un réseau, en fait, on a tous les autres avec. Et qu'on peut passer avec reconnaissance automatique des diplômes, c'est un des thèmes aujourd'hui de l'Union européenne, la reconnaissance au moins dans ces réseaux-là. Quand j'étais DG, je recevais quand même souvent des courriers d'étudiants qui se plaignaient qu'on leur baissait les notes quand ils revenaient de l'étranger. Moi, ça m'avait sidéré. Alors, dans les deux sens, hein, non-reconnaissance, en fait, c'est-à-dire que l'étudiant revenait en lui disant « Non, non, mais là, dans tel endroit, oui, mais enfin, non, non, c'est moins bien quand même, hein, c'est moins bien, donc on baisse les notes. » Mais je l'ai entendu aussi, inversement, pour d'autres pays. Donc voilà, donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, il est notre contribution en tant qu'enseignement supérieur à la politique européenne et à la santé d'une Europe qui ne veut pas se diviser uniquement en petits pays, hein, voilà, qui ne veut pas exister uniquement à travers ces pays, mais qui, bon voilà, donc là c'est la politique européenne du gouvernement, hein, et d'une certaine façon, réussir la conférence de Paris et mobiliser en amont, c'est participer à cette politique européenne. Et puis, c'est affirmer la France, hein, au sein de l'Europe, et particulièrement l'enseignement supérieur, où franchement, là, moi, je peux vous dire, parce que j'ai vu pendant quelques années, on n'est quand même pas très présent. En général, pour des raisons, mais à tous les niveaux, même les étudiants, dans les U, par exemple, European Student Union, les Français sont assez peu présents. D'abord, ils passent leur temps à se disputer, à pas être d'accord entre eux, UNEF et FAGE, et donc déjà, ça gaspille du temps. Et puis après, ne parlent pas assez bien éventuellement l'anglais, donc pas aussi à l'aise que d'autres. Bon, voilà. Et donc, c'est vrai que l'EUA, c'est sûr qu'on a un champ base qui est dans le board, bon, voilà, donc très présent, très visible. La France est assez présente dans l'allée rue, mais quantitativement, moi, chaque fois que je vois des gens qui reviennent d'une conférence internationale, on me dit, il y a peu d'Européennes, il y a peu de Français. Il y en a 3 ou 4. Alors, résultat, énormément, les pays du Nord sont en général très présents, et puis les pays de l'Est. Bon, la France est quand même un des piliers de l'Europe. Donc, je pense qu'on a vraiment nécessité de réaffirmer. Donc, voilà. Et là, je dois dire que la conférence de Paris se présente très bien. Nous avons un nombre déjà de ministres qui ont répondu présents. Et je pense qu'il faut, voilà, faut profiter de cet élan parce que Macron va ouvrir, parce qu'on a un président européen. Et je pense que nous aussi, on a une responsabilité. Ça ne peut pas être que les politiques. On a une responsabilité de jouer notre carte, de jouer notre rôle. Voilà. Alors, pour terminer sur ces enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on en a déjà pas mal discuté avec Anne-Lucie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des propositions. Alors, effectivement, je pense que, par exemple, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la proposition sur la mobilité des étudiants en situation de handicap. Il est très bien fait, le dossier, parce qu'on ne se rend pas compte. Tant qu'on n'a pas lu les exemples, on est un peu, effectivement, après on se rend compte, oui, il y a ces problèmes d'emporter les médicaments, les ordonnances. Bon. Donc, on attend des propositions de la CGE, évidemment, en tant que telle, mais ça, je ne me fais pas de soucis. Je pense que la CGE, comme la CPU, comme la CDFI, feront en tant que telle, proposeront, sur tel ou tel thème, pas forcément sur tout. Et je vous invite à lire, je l'ai déjà donné à Anne-Lucie et à ses collaborateurs, l'HRK, donc l'équivalent de la CPU allemand, pour le dernier congrès, celui d'Erevan, avait fait tout un texte, mais alors très intéressant, mais qui était autant pour nos ministres, pour leurs ministres de l'Under et fédéraux que pour l'Europe. Et c'est effectivement, parler de l'enseignement supérieur européen, c'est parler d'une autre. Donc, voilà, donc des propositions thématiques ou générales, ça, nous attendons ça de vous. Ce que nous attendons aussi, c'est des propositions en réponse à la proposition du président de la République de créer ces réseaux d'universités européennes. Alors,
pourquoi est-ce qu'il a proposé ça? Bon, pas sonder les... Ouais, d'après ce que je reconstitue, je pense que cette idée d'université européenne, qui est une des premières idées au début de l'Union européenne, avant même qu'il y ait d'ailleurs Bologne, etc. En fait, quand on regarde l'histoire de l'Europe, au moment où on créait la communauté du charbon et de l'acier, il y avait déjà eu l'idée d'université européenne. Ça a été enterré, entre autres, par la France. Parce que l'enseignement supérieur a toujours été, et est toujours d'ailleurs, une compétence des États. Je rappelle que contrairement à la recherche, ce n'est pas une compétence partagée avec l'UE. Et il y a toujours eu sur enseignement supérieur, éducation, une volonté des États de garder, bon voilà ça. Bon. Donc en tout cas, l'idée n'est pas nouvelle, elle a déjà circulé, elle a été enterrée. Donc pourquoi ce retour? Alors ce retour à cette idée, moi ce que je comprends et ce que je partage d'ailleurs, c'est que c'est une façon en fait de permettre à des établissements, non pas de constituer une commu européenne, hein, je vous rassure tout de suite, hein, personne n'a l'intention de créer un statut de commu européenne, mais de permettre à un certain nombre d'établissements qui ont des raisons de bien s'entendre et de bien travailler ensemble parce qu'ils ont à voir ensemble, à la fois d'être des applicants, si je peux dire, enfin, des implémentants, à la fois des sortes d'exemples de la mise en œuvre du processus de Bologne, dans par exemple le supplément au diplôme, dans l'assurance qualité, enfin, etc. Et en même temps, d'aller plus loin, ensemble, en particulier sur la reconnaissance des diplômes, la circulation des étudiants et des personnels dans cet espace, etc. Donc, en somme, d'être du Bologne ++, sans pour autant remettre en cause le rythme des autres. Parce qu'il y a tout un débat aujourd'hui dans les instances de Bologne sur, en fait, implémentation, non-implémentation, où est-ce que les voisins en sont, où est-ce que... Bon, voilà, et il y a il y a eu une tendance à techniciser, en fait, le débat et à le rabattre sur des questions de implémente-t-on bien, quoi, hein, comme aurait dit M. Jourdain. Est-ce qu'on implémente bien ou est-ce qu'on n'implémente pas bien? Bon. Et donc, avec la volonté d'un certain nombre de pays, même à la limite d'exclure ceux qui n'avancent pas assez. L'intérêt de l'université européenne, c'est que ça permet d'aller plus loin, de penser enseignement supérieur et recherche ensemble, hein, parce que évidemment que ces réseaux, ils ne devront pas être enseignement supérieur, mais enseignement supérieur et recherche, de penser leur action en lien avec leur territoire, en lien avec les entreprises, ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, je pense, donc innovation, enseignement supérieur et recherche, et finalement de s'acclimater aussi bien à la dimension UE qu'à la dimension 48, aussi bien au 28 qu'au 48. Donc en somme, l'idée du président de la République, c'est, bon, n'excluons personne, chacun va à son rythme, hein. L'Europe n'est pas une machine excluante, elle doit respecter les rythmes de chacun, mais certains peuvent aller plus vite. Et cela, il faut qu'ils réconcilient cette coupure un peu fâcheuse, hein, il faut passer au-delà de cette coupure un peu fâcheuse entre la recherche qui est traitée au niveau de l'UE dans le programme H2020 et maintenant FP9, puis de l'autre, l'enseignement supérieur qui relève du processus de Bologne, même si l'UE le soutient, même si la Commission le soutient. Et donc ces réseaux, et la Commission est très intéressée. Il faut savoir que la Commission a rebondi sur la proposition de Macron, ce qui n'était pas joué. Moi, ça m'a énormément surpris. Enfin, je n'ai pas beaucoup l'habitude des... C'est la vitesse à laquelle la Commission a réagi positivement et travaille sur le sujet. Et les ministres de l'UE travaillent sur le sujet dans leur réunion actuelle entre ministres de l'Éducation. Et donc, il y a probablement l'idée d'avoir des financements spécifiques de l'UE pour ces réseaux d'universités européennes qui mélangeraient en fait du financement culture-éducation, du financement recherche-innovation et du financement interreg, région. Voilà. Donc, et du coup, on reconstituerait, sans pour autant faire officiellement de l'enseignement supérieur une compétence partagée, vous voyez, sans toucher au texte, au statut, on ne peut pas refaire un traité de l'UE, ce n'est pas le moment, vous voyez, parce qu'il y a bon, d'autres sujets à régler. Mais à travers cette idée de réseau d'universités européennes, finalement, c'est quand même la réconciliation de deux dimensions qui posent problème dans leur séparation, hein, qui posent vraiment problème aujourd'hui. Voilà, donc là aussi, sur ce sujet, on attend des propositions, des idées. Il n'y a pas besoin que tout le monde se mette en... Et ça peut être essentiellement des pays, parce que de fait, ça va être surtout des États... Alors, ce n'est pas les pays, c'est les établissements. Hein.
Alors ça peut être les agros, je te l'avais dit, Lucie, moi j'en sais rien. Les agros et leur équivalent en Europe, ou quelques agros, on peut imaginer quelques établissements, je pense que je connais bien, les vétos, je sais pas, on peut imaginer je ne sais pas, ce qui a du sens pour vous. En tout cas, je connais Eurotech, je connais Sciences Po, j'ai vu hier Sorbonne Université, je sais qu'ils y travaillent. Bon, les transfrontaliers, évidemment, ils songent aussi, je vais à leur journée. Puis, je voudrais insister sur un dernier point, ce qu'on attend, enfin, ce qui peut être, voilà, ce qu'on attend, mais dans la durée, c'est aussi que vous organisiez des événements relatifs à l'Europe sur vos sites. Alors, je vais prendre un exemple, celui qui est un peu emblématique, mais maintenant, ça y est, les événements commencent à arriver. Par exemple, en Auvergne, qui n'était pas pour moi, ça ne me paraissait pas évident que c'était le centre de l'Europe, enfin c'est le centre de la France peut-être, mais le centre de l'Europe, ça ne me paraissait pas évident. Je m'attendais à avoir d'abord des propositions des transfrontaliers, du Nord. Ils ont fait un programme incroyable. Ils font toute une série, un chapelet d'événements que vous trouverez sur le site, parce que donc on a ouvert une carte sur notre site, là, quand on clique, bon, c'était pas possible de le faire là, et on a une carte et on commence à avoir donc un affichage des différents événements. Alors, en Auvergne, il y a des événements qui sont des événements, il y a un festival du court-métrage européen, il y a à la fin, tout un débat d'une journée sur les questions européennes avec le SCO et le SUP. Il y a des événements plutôt festifs avec les étudiants, mais y compris dans des petites villes comme Montluçon, Riom, et pas seulement à Clermont-Ferrand. Enfin, voilà, ils ont organisé avec la presse et ils parlent Europe et ils font savoir, y compris aux parents des élèves voilà, de Riom ou de Montluçon, que l'Europe de l'enseignement supérieur, ça existe et qu'on peut faire bouger son fils ou sa fille qui fait des études supérieures, y compris en IUT, y compris en école d'éducation, il pourra, c'est très important, et moi, excusez-moi, j'étais présidente d'université qui avait des sites en Seine-et-Marne, très important de ne pas parler Europe que dans les grandes métropoles. Parce que la question de la mobilité et l'accès à l'international, c'est une des grandes formes d'inégalité sociale. Donc voilà, je sais que vous êtes très attachés à ces sujets. Donc voilà ce que nous attendons des établissements, comme ils le souhaitent, à leur rythme, enfin, etc. Et pouvant aller au-delà de la conférence, j'insiste un peu, c'est de se mobiliser partout où ils le peuvent, dans leurs instances à eux aussi, parce qu'il y a des instances, des réseaux de toutes sortes dans lesquels vous êtes, de se mobiliser pour être plus européens, pour faire des propositions. Le communiqué, alors je voudrais quand même être honnête, on ne va pas influencer maintenant de façon massive le communiqué. On a réussi à y faire entrer la notion d'université européenne. Il y aura quelque chose sur les universités européennes, il y aura quelque chose sur l'inclusiveness, il y aura quelque chose sur le new learning et teaching et tout ça, new teaching and learning. Donc tout ça, ça y sera. Pour le reste, il ne faut pas s'attendre, je ne vais pas vous raconter des histoires, c'est pas ce que vous allez... voilà, c'est pas directement, il n'y a pas une influence directe de ce que produisent les acteurs locaux ou nationaux sur, parce qu'il y a 48 pays, sur un communiqué qui est débattu depuis 3 ans. Mais, nous avons un président de la République qui va prendre la parole. Son discours n'est pas écrit. 2, nous avons une ministre qui va prendre la parole 2 fois à la Sorbonne, le 23, et évidemment, parce qu'il y a d'abord un événement Sorbonne franco-français, si je peux dire. Et ensuite, enfin franco-français avec les 3 autres pays. Et puis le lendemain, pour voilà. Nos ministres et présidents de la République vont s'exprimer. La DG, Brigitte Plateau, va s'exprimer. C'est elle qui va animer la table ronde sur les universités européennes. Voilà, donc, et le cas de Macron qui sort les universités européennes à la Sorbonne en septembre, et que ça fait 2 ans qu'on travaille sur le communiqué et que finalement c'est repris, montre bien qu'en politique, il y a des moments, il y a des déclencheurs, il y a des choses, tout ne se joue pas dans le communiqué officiel. Voire c'est peut-être pas dans le communiqué officiel que ça se joue le plus. Parce que quand vous les lisez tous, moi, c'est pas palpitant. Bon, donc on voit bien que les choses se jouent en partie ailleurs. Le forum de l'EUA sur Teaching and Learning, par exemple, est très important. Voilà. Il a joué, il a influencé. Donc, voilà, donc c'est une influence indirecte, c'est aussi une influence pour faire en sorte que notre système à nous soit plus européen dans les années à venir. Il n'y a pas de coupure. Voilà. Merci à vous.
grand merci Simone pour cet éclairage. C'est vrai que la première fois, on va pouvoir prendre des questions, hein, donc n'hésitez pas. La première fois qu'on s'est vu sur ce sujet-là, je dois avouer, hein, c'était pas du tout dans notre radar à la CGE. Je crois que les écoles non plus, les 20 ans de Bologne, c'était pas du tout. Donc on s'est dit, ah bah oui, déjà, 20 ans. Donc cette année, il y a d'autres anniversaires, hein, le centenaire, voilà, de l'armistice, il y a plein d'autres anniversaires, mais les 20 ans de Bologne, bon. Alors maintenant, cette projection européenne, les écoles, bien sûr, ont des rôles à jouer. D'ailleurs, il y a des documents extrêmement intéressants. On vient d'ouvrir une page sur le site web de la CGE. Donc, dans l'onglet en haut, vous avez maintenant Paris 2018. Quand vous cliquez dessus, vous avez une rubrique documents, etc., qui renvoie sur le site directement de la conférence. On a également transmis à vos responsables relations internationales des documents qui ont été préparés dans ce cadre. Il y a par exemple un document sur l'université européenne qui décrit un peu plus le concept et dans lequel d'ailleurs certaines, notamment le SCP, est pris comme un exemple aussi d'un modèle intéressant. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir ces documents qui sont... Tu pourras peut-être en parler plus, mais après... Ouais. Vous trouverez en particulier, enfin, ce qu'on a essayé de faire, c'est si vous faites quelque chose avec, sur vos sites, avec d'autres établissements, bon, etc., on a fait toute une documentation intellectuelle, c'est-à-dire que bon, vous pouvez encore trouver des choses, mais normalement on a quand même fait beaucoup. Donc en particulier en cliquant là-dessus, vous trouverez une fac très réduite, donc voilà, quelques Bologne résumé, et une fac très longue, 40 pages, 20 fiches, très complètes, sur tout ce que vous pouvez vraiment vous poser comme question. Qu'est-ce que fait l'UE par rapport à Bologne, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, c'est quoi la gouvernance du processus de Bologne, faut-il, enfin voilà, les propositions de réforme, comment les autres pays, les autres zones du monde voient le processus et comment le processus s'exporte, pas tel quel bien sûr, avec des exemples de ce qui se fait en Asie, le programme SHARE par exemple, S-H-A-R-E, sens anglais, ce programme qui est soutenu par Campus France et puis pas seulement la France hein, d'ailleurs, ce qui se passe en Afrique, on a parlé de ce qui se passe en Amérique latine, mais aussi comment les autres pays, l'Allemagne, l'Italie, voient le processus de Bologne. Enfin bon, voilà. Vous avez, a priori, je ne dis pas tout, en tout cas, on y a passé pas mal de temps, donc je le dis parce que ce n'est pas peine de recommencer. Vous avez une grosse documentation, j'insiste un petit peu, parce que ça a été une partie importante de notre temps de travail. Je dis notre parce que je ne suis pas toute seule. Je travaille avec Jean Bouvier d'Ivoire, en particulier, que certains connaissent peut-être, de la DGCIP. Nous avons maintenant un étudiant d'un master de l'ENS de Lyon, qui est notre stagiaire. Voilà, donc on est maintenant une petite équipe. Et donc, voilà, toute la documentation. A priori, vraiment, je pense que vous avez normalement tout ce qu'il faut sur ce site. Donc c'est vrai qu'on a un peu cogité pour savoir comment on pouvait contribuer. Donc sur l'espace là qu'on a mis sur le site, vous pourrez voir aussi les différentes contributions ou événements qui seront labellisés. En Auvergne, par exemple, ouais. Schema, en Auvergne, c'est pas de nom. L'école d'ingénieurs qui a fusionné, il y a Sigma, et voilà, pardon, ouais. Schema c'est autre chose. Sigma, l'école d'ingénieurs qui a fusionné en Auvergne, et puis l'école de management dont je ne sais plus exactement le nom. Bon bref, les écoles, bon, au départ c'était 13 universités et maintenant elles ont rejoint le processus, et en Auvergne c'est ensemble que les établissements d'enseignement supérieur et souvent aussi les classes prépa, hein, souvent les rectorats, parce que les recteurs sont assez mobilisés. Il y a pas mal de... Savoir qu'Erasmus+ entraîne aussi le scolaire, hein, plus, enfin, le lycée plus qu'on ne pense. Bon. Et donc, à travers les classes aussi, les classes franco-allemandes, enfin, etc., il y a quand même pas mal de classes qui sont à une vocation internationale. Et donc, il y a aussi un certain nombre d'événements qui associent les lycéens, et je pense en particulier au lycée
qui ont des classes prépa, où c'est très important. Bonjour, Sophie Comereux, je suis la directrice de Sigma Clermont, donc je vous remercie de donner cet exemple. Non, je suis ravie que l'exemple soit donné. Effectivement, sur ce type d'opération, on a beaucoup de force à le faire ensemble, et effectivement à l'échelle du site, donc de l'université de Sigma Clermont, et du groupe ESC, qui est l'école de management voilà, clermontoise. Et également en lien avec les lycées, le rectorat est très partie prenante dans nos événements. Bonjour Madame, je suis Christine Legrand et je suis la directrice de la communication et des relations entreprises de CPE à Lyon. Il se trouve que je préside depuis 4 ans une association européenne qui est EPRIO et qui est l'association des DIRCOM de l'enseignement supérieur en Europe. Et quand je dis enseignement supérieur, c'est bien sûr l'ensemble des universités, puisque le système français n'existe qu'en France, grande école et université. Et je fais le même constat que vous, c'est-à-dire que je suis très fière de représenter la France à ce niveau-là. Et je fais le même constat dans le sens où je trouve aussi que mes collègues français ont beaucoup de mal à se déplacer. Pour tout dire, une manifestation, on est 300. Les 3/4 sont d'Europe du Nord, l'Allemagne, en particulier les Hollandais qui sont extrêmement présents. La France, on est 4-5 à se battre en duel. Et je trouve que c'est fort dommage parce que c'est... Et donc j'espère que le genre d'initiative que vous nous présentez va faire en sorte que ça change. Et je suis tout à fait preneuse d'idées pour faire que mes collègues français puissent participer de façon plus assidue à ces moments de partage qui, pour moi aussi, également, sont essentiels. Voilà, c'était plutôt un témoignage qu'une question. Bonjour, donc Hervé Biosser, directeur général de Centrale Supélec. Moi, j'avais envie de poser la question suivante. C'est au jour d'aujourd'hui, on partage tous le sentiment de l'importance de l'Europe. Je crois qu'on est beaucoup à le partager. Et on voit bien qu'on peut le prendre de deux façons. Il y a d'une part une volonté ou un souhait de développer le sentiment européen en interne à l'Europe. Et un deuxième sujet qui est d'augmenter l'attractivité de l'Europe. Et ce sont deux sujets différents. Et ce que je voudrais dire, ce que j'avais envie de dire, c'est que je trouve l'initiative de la conférence intéressante parce qu'on manque quand même furieusement de cadre politique pour ça. Je crois qu'il y a un énorme déficit de cadre politique. Bon, moi j'ai été président de Césaire, on est dans une alliance avec 3 grandes universités européennes, etc., etc. Bon, on développe. Et on voit bien deux choses. Premièrement, quand il s'agit de gérer de la mobilité, finalement, les choses se font. Nous, on a créé le réseau Time en 86, il y a 53 universités, etc. Bon, la mobilité n'est pas vraiment un problème, même si elle n'est pas aussi développée qu'on le croit. Je crois qu'elle est de l'ordre de 10% à peu près, sur les étudiants européens, pas plus. Bon, ça reste un objectif. Donc, deuxièmement, quand il s'agit d'aller chercher de l'argent à Bruxelles, on arrive à s'entendre. Et là aussi. Mais néanmoins, les pays n'ont pas, il n'y a pas au sein des pays une forte pression sur les deux objectifs que je viens de donner. Autrement dit, on n'a pas senti depuis des années une volonté forte de développer le sentiment européen en Europe. Et la conséquence mécanique, c'est que nos étudiants ont quand même une préférence sur la mobilité extra-européenne, c'est de plus en plus clair. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas eu de stratégie coordonnée pour augmenter, pour reprendre une expression de mes amis de l'école polytechnique, notre part de marché sur les meilleurs étudiants au niveau mondial. Et on voit bien que chaque fois qu'on va dans ce sens-là, en fait, pour nos partenaires européens, les priorités nationales vont l'emporter sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc moi, je milite, je passe un message. On a la chance d'avoir un président qui a une vraie vision. Et j'aurais vraiment envie de vous poser la question suivante, quelles sont vos recommandations pour faire en sorte qu'on ait enfin un message politique clair et de quelle nature pour qu'on puisse effectivement maintenant, sur ces deux sujets, avoir une chance de progresser. Je ne sais pas si ça s'adresse, c'est plus général. Je pense que c'est plus général. Alors d'abord sur la mobilité des étudiants,
c'est plus, enfin, de fait, les chiffres, c'est que la mobilité est beaucoup plus européenne. Les chiffres, il n'y a aucun doute. Hein, la mobilité des étudiants français, comme anglais d'ailleurs, comme voilà, est d'abord une mobilité de proximité. Il y a encore eu récemment des chiffres. Et je pense que pour une certaine classe sociale, la mobilité peut se faire d'abord, dès le début, au Japon et aux États-Unis. Enfin, bon, voilà, c'est loin d'être la majorité des étudiants. Et moi, j'étais même frappée de voir combien... alors, c'est la Belgique, et c'est pas que pour les études de médecine, hein, parce que quand je vois les chiffres de Belgique, je dis toujours, attendez, enlevez-moi d'abord les étudiants qui vont contourner la PACES. Mais même quand vous enlevez cela, bon, voilà, les Belges vont beaucoup. Alors, il y a donc vraiment la première mobilité est d'abord une mobilité de proximité. Par contre, ce qu'on peut se dire, et je crois que c'est vrai, c'est que pour les étudiants, en tout cas de milieu modeste, ceux dont les parents ne prennent pas déjà l'avion comme d'autres prennent le métro, ce que je veux dire, pour cela, je pense que la mobilité européenne, le fait d'être acculturé à l'Europe, c'est déjà un premier pas vers une autre forme de mobilité. Il n'y a pas d'opposition. Alors, effectivement, aujourd'hui, je crois qu'on a la chance d'avoir un gouvernement qui pousse à ce qu'on... Alors, moi, j'aime pas dire cultiver une identité parce que je trouve ça extrêmement frileux, c'est pas du tout l'idée. En tout cas, à ce qu'on pousse... Sans cultiver une identité, on peut au moins partager des valeurs. Voilà, c'est exactement ça. Donc, à partager des grandes valeurs, qui ne sont pas propres à l'Europe, mais qu'en tout cas l'Europe et l'Europe de l'enseignement supérieur développent. Et c'est évident que ce n'est pas partagé par tous les... Vous avez tout à fait raison. C'est jamais un mouvement naturel, mais je dirais que c'est partout, pour tout. Enfin, moi, quel que soit, c'est pareil. Vous avez la petite commune qui défend son clocher contre la communauté de communes. Enfin, cette tendance à toujours penser d'abord l'entre-soi au détriment du commun, bon, je ne vais pas vous faire... c'est un problème politique général. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui... on voit quand même les conséquences de la division. Je pense que voilà, c'est comme toujours. On voit les conséquences de la division. On voit quand même qu'il y a d'autres grands pays à l'ouest comme à l'est qui ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'Europe. Et que voilà, c'est sûr qu'il y a certains hommes politiques qui ne souhaitent pas l'Europe, hein, dans d'autres grands... Voilà, je vais donner de noms, mais on voit tout ce que je veux dire. Et que je pense que c'est aussi... voilà, c'est jamais évident. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est jamais évident. Je pense que c'est à nous d'être capables d'avoir un discours politique. Et la confiance et l'attractivité, moi, ça me frappe parce qu'on le voit pour... moi, je sais pas, quand je parle avec des Allemands, aujourd'hui, ou avec des collègues d'autres pays, je suis frappée. Je me dis, mais enfin, la France s'est pas transformée si massivement que ça. Il y a quand même... On est dans un... Bon, j'étais prof de communication politique, alors je suis quand même très sensible à ça, au discours. Et c'est assez fascinant, d'ailleurs, de voir comment le fait, et c'est pareil pour l'Europe, oui, en Europe d'enseignement supérieur, elle est enviée ailleurs, dans d'autres continents. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait, mais enfin, à un moment donné, commençons par promouvoir ce qui va et par améliorer ce qui ne va pas. Et donc, je pense que c'est une bataille. Hein. Excusez-moi, mais l'Europe, c'est une bataille. Le fait d'être ensemble, c'est une bataille, mais comme c'est une bataille dans d'autres domaines, la bataille contre l'isolationnisme, contre le petit, le petit chez soi, qui est forcément mieux que... Bon, voilà, et je pense que c'est une bataille qu'il faut qu'on mène. Pour moi, c'est de l'ordre de l'engagement. Je crois que ce que j'avais vraiment été frappée, je le redis, par ce colloque avec la CPU, quand les gens avaient peur, en mars 2017, moi, c'est quand même une des raisons pour laquelle j'avais demandé qu'on implante le programme PAUSE d'accueil des universitaires en danger au Collège de France, qu'on l'externalise du ministère. C'est quand même vous dire, enfin, il faut se rappeler quand même ce qu'on ressentait à cette époque-là, hein, d'inquiétude par rapport à la perception de l'étranger, par rapport aux questions internationales et européennes. Voilà, donc c'est une affaire de conviction et c'est pas pour être non plus enfermé sur nous. Il nous reste quelques minutes, 5 minutes, pour poser des questions avant de passer sur l'autre sujet qui est l'apprentissage. Je vois que les journalistes sont là-haut, en fait. Je n'avais pas encore levé la tête. Bonjour. Se cache en
Et vous avez le droit de poser des questions aussi. Oui, bonjour. Justement, moi je suis journaliste, fondateur d'un site internet qui s'adresse à un lectorat école de commerce. Donc je suis désolé, ma question va plutôt se il est en focaliser bas, d'accord. sur les écoles de management. Donc si je comprends bien, le principe de la mission de Bologne est de développer un système davantage visible, lisible et attractif de l'enseignement supérieur. Or, je vois que du point de vue, encore une fois, uniquement des écoles de management, aujourd'hui, c'est un rôle qui est joué sur le plan mondial par des accréditations comme EQUIS, comme ACSB, comme AMBA. Donc, ma question est comment votre processus s'articule vis-à-vis de ces processus qui, justement, tendent à certifier la qualité à la fois de la recherche et de l'enseignement académique de ces institutions? Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Le système d'accréditation type EQUIS, c'est vraiment un système international qui vise à vérifier tel ou tel point. L'assurance qualité que porte le processus européen, c'est un processus beaucoup plus des acteurs, où il s'agit non pas de faire valider à travers 1 ou 2 diplômes qui sont passés au peigne fin par le système, de faire valider donc son accréditation et se faire reconnaître, etc. Le processus d'assurance qualité, c'est vraiment un processus d'amélioration permanente de son offre de formation liée à la recherche, à travers en particulier l'embarquement, si je peux dire, des étudiants, des usagers, etc. C'est pas du tout une opposition. Et évidemment que dans les deux cas, la question, c'est la qualité et la confiance. Mais vous avez des systèmes internationaux comme vous avez des systèmes européens. Il n'y a pas en soi d'opposition entre les deux systèmes. Mais on ne parle pas de la même chose. L'assurance qualité, c'est vraiment un des piliers du processus de Bologne. Ça n'est pas un système d'accréditation extérieure. C'est un système, c'est d'ailleurs pour ça que l'HCRS de plus en plus devrait, en France, non pas venir évaluer les établissements, mais évaluer leur système d'auto-évaluation et d'implication des usagers et des étudiants. Et ce n'est pas le point fort de la France, je peux vous dire. Alors, dans les écoles de management, je ne sais pas en détail, mais l'implication des usagers dans l'évaluation, je parle des étudiants de formation initiale, en dehors de la formation continue qui a toujours été différente. Mais ça renvoie un petit peu à la vidéo du jeune. On a du mal à impliquer et à écouter nos propres publics de formation initiale. Et donc, c'est pas la même chose qu'un système, qu'une agence privée d'évaluation qui vient vérifier sur 2 diplômes sur 50, par ailleurs, si vous êtes bien au top. C'est autre chose. C'est vraiment l'ensemble des formations d'une institution qui devrait inspirer confiance parce que les usagers sont associés. Et ça, on pourrait au moins le réaliser dans ces réseaux d'établissements. Et ça permettrait qu'on ne discute plus, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas de soi. Aujourd'hui, malgré la proximité des systèmes, ça ne va jamais de soi, le fait de prendre un étudiant qui a un autre diplôme. La confiance, c'est la base de l'action en commun, en fait, de l'action politique commune.